Vous vous êtes déjà demandé c'était quoi le plus grand empire de l'histoire? On cite souvent l'Empire romain, l'Empire mongol ou l'Empire ottoman, mais il y en a un qu'on oublie toujours, surtout les Français, c'est l'Empire britannique, une superpuissance qui a dominé le monde pendant plus de 3 siècles. Mais comment un petit pays insulaire est-il devenu le plus grand empire de l'histoire? Pour comprendre cela, il faut remonter dans le temps, à une époque où l'Angleterre était loin d'être une puissance mondiale. Je vais vous raconter les rouages d'une histoire fascinante, pleine de rebondissements, de batailles et de conquêtes, qui ont forgé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors abonnez-vous pour encourager la chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti lors de nos prochaines publications. Bonne vidéo! Nous sommes en 1453. Après plus d'un siècle de conflits, la guerre de 100 ans s'achève par la défaite du royaume d'Angleterre. En perdant la quasi-totalité de ses possessions en France, l'Angleterre est pratiquement chassée du continent européen. Les Anglais se retrouvent isolés dans des îles britanniques, à l'extrémité du monde chrétien. Autrement dit, l'Angleterre est dans un cul-de-sac, condamnée à rester pour toujours une puissance secondaire, et tout aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur un navigateur génois. À la fin du XVe siècle, l'Espagne et le Portugal, grâce à des navigateurs comme Christophe Colomb et Vasco de Gama, annoncent qu'ils ont réussi à travers l'Atlantique et à contourner l'Afrique pour rejoindre l'Inde. Jusque-là placée en périphérie du monde connu, l'Angleterre se retrouve subitement au centre du monde, au carrefour des grandes routes maritimes. Le royaume saisit sa chance et se lance dans un long processus d'exploration, de commerce et de conquête à travers le monde. Entre 1497 et 1603, plusieurs missions d'exploration sont lancées. L'explorateur anglais Jean Cabot, travaillant pour le compte de la couronne anglaise, traverse l'Atlantique jusqu'à Terre-Neuve. L'explorateur Richard Chancellor contourne la Scandinavie pour commercer avec la Russie. Henry Hudson longe le Groenland jusqu'au Labrador, tandis que Sir Francis Drake réalise un tour du monde en 1577 où il explore les côtes américaines le long du Pacifique. Mais il faut attendre 1607 sous le roi Jacques Ier pour que soit fondée Jamestown, la première colonie anglaise permanente en Amérique par la Virginia Company, une compagnie maritime dont le but était d'établir des colonies en Amérique pour le compte de la couronne anglaise. Rapidement, d'autres colonies se forment, ce qui marque le début de l'Empire britannique. Depuis la réforme protestante qui voit l'Angleterre se séparer de l'Église catholique romaine pour fonder l'Église anglicane, le Royaume-Uni est divisé. Parmi les dissidents protestants qui fuient l'Angleterre, certains embarquent sur le fameux navire Mayflower en 1620 et partent fonder le Massachusetts où leurs idées de liberté religieuse et d'autonomie par rapport à la couronne vont devenir les valeurs fondamentales de la future nation américaine. Les catholiques anglais vont de leur côté eux aussi fonder leur colonie comme le Maryland en 1637. Pendant le siècle qui suit, ce sont en tout 13 colonies qui apparaissent comme New York, le New Jersey ou la Caroline du Nord et du Sud qui compteront jusqu'à 1 million d'habitants anglais au siècle suivant. Mais les Anglais ne se cantonnent pas à l'Amérique du Nord, comme la plupart des puissances européennes, ils souhaitent exploiter les ressources du Nouveau Monde comme le sucre, le tabac, le coton et le café. Les compagnies coloniales vont donc se diriger plus au sud. Entre 1624 et 1655, ils prennent le contrôle de plusieurs îles aux Antilles, comme Saint-Christophe, la Barbade, Antigua ou les Bermudes, et la Jamaïque est reprise aux Espagnols. Pour exploiter les ressources en Amérique, les Anglais participent activement à l'esclavage, dont les esclaves sont achetés dans des comptoirs commerciaux sur le littoral africain et acheminés dans de terribles conditions jusqu'aux Amériques. Mais au XVIIe siècle, la couronne anglaise vacille avec une révolution qui aboutit à la fin de la monarchie absolue et la création d'une monarchie constitutionnelle. Et l'Angleterre fusionne avec l'Écosse pour former le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. La Révolution anglaise ne va cependant pas faire perdre le contrôle de la Grande-Bretagne sur ses possessions, au contraire, grâce à son commerce colonial, le Royaume-Uni devient rapidement l'un des États les plus prospères d'Europe. Et d'un coup boum, la guerre de 7 ans que les Britanniques remportent contre la France, l'Espagne et leurs alliés amérindiens, ce qui va leur permettre de s'étendre encore plus en Amérique du Nord. Depuis 1713, ils ont déjà la baie d'Hudson et Terre-Neuve, mais là les Anglais récupèrent le Canada qui leur garantit une domination sur l'ensemble du nord-est de l'Amérique. En parallèle, de l'autre côté du globe, l'Empire britannique a également des vues sur l'Inde. Et qu'est-ce qui permet aux Anglais et aux autres Européens de s'étendre aussi loin de l'Europe? Ce sont leurs compagnies maritimes. Fondées pour la plupart au cours du XVIIe siècle,
elles servent au transport de marchandises entre les colonies et la métropole. La plus puissante de ces compagnies est sans nul doute la East India Company, la Compagnie des Indes orientales créée en 1600 par la reine Élisabeth. Grâce à elle, les Anglais sont présents en Inde depuis 1611 où ils ont fondé leur premier comptoir commercial à Surat. D'autres ont par la suite rapidement ouvert à Madras en 1642, à Bombay en 1668 ou encore à Calcutta en 1690. Mais là les Anglais ne veulent plus se contenter de rester bien sagement sur les côtes à commercer avec les Indiens. Malgré la rude concurrence avec les Portugais, les Néerlandais puis les Français, les Anglais profitent de l'effondrement de l'Empire moghol, l'Empire indien qui détenait une grande partie de l'Inde pour passer à l'action. La Grande-Bretagne s'allie avec le sultanat du Bengale, bat les Français et s'attaque à divers rajas indiens indépendants pour les intégrer à sa sphère d'influence jusqu'en 1815 où toute la côte orientale de l'Inde est sous domination de l'East India Company. C'est à la même période que l'explorateur James Cook découvre Hawaï, la Nouvelle-Calédonie, et qu'il y fera le tour de la Nouvelle-Zélande et de l'Antarctique. Il est aussi le premier Européen à accoster en Australie qui va pendant des années servir de prison à ciel ouvert. Comme à l'époque les prisons étaient surpeuplées, alors les Britanniques décident d'envoyer leurs détenus croupir en Australie, le plus loin possible de l'Europe. En l'espace d'un siècle, les Britanniques sont parvenus à étendre leur influence aux quatre coins du monde. Sur les mers, de plus en plus de navires arborent l'Union Jack et le pays s'enrichit de plus en plus grâce à ses colonies et à leurs ressources qu'ils revendent aux autres Européens. Mais cet empire colonial, il est divisé et il va même commencer à se fracturer là où tout a commencé, en Amérique. Depuis les années 1680, les habitants de la Nouvelle-Angleterre subissent de nombreuses guerres contre d'autres Européens et contre les natifs américains. Isolés du vieux continent, délaissés par l'Empire britannique, ils ont donc dû se débrouiller et s'organiser seuls pour se défendre, ce qui a conduit les colons à peu s'émanciper jusqu'à devenir peu à peu indépendants vis-à-vis de la couronne. Alors quand Sa Majesté George III décide de leur imposer de nouveaux impôts pour rembourser ces guerres, c'est la goutte de trop pour les colons nord-américains qui réclament d'être représentés au Parlement pour avoir leur mot à dire sur ce genre de décision. Parmi ces impôts, une taxe sur le thé fait déborder la tailleur. Le 16 décembre 1773 à Boston, un groupe de colons s'introduit sur des navires marchands de l'East India Company et détruisent leur cargaison de thé en les jetant par-dessus bord. Cet événement marque le début d'une série d'événements qui conduisent à la déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776. Après plusieurs affrontements et l'arrivée des Français qui soutiennent les insurgés américains, la Royal Navy est battue par la flotte américaine et française dans la baie de Chesapeake et les patriotes américains écrasent les tuniques rouges à la bataille de Yorktown. Les États-Unis d'Amérique obtiennent leur indépendance en 1781. Après avoir perdu l'une de ses plus grosses possessions, les problèmes s'enchaînent et l'Empire britannique se retrouve dans une mauvaise posture. Dans le même temps, aux Antilles, les îles sucrières deviennent de moins en moins rentables et l'Inde de plus en plus difficile à gérer. Alors les élites britanniques commencent à se dire que c'est peut-être le début de la fin. Pourtant l'Empire va réussir à rebondir, et ça c'est en grande partie grâce aux Français. Ce second souffle est ce que certains spécialistes qualifient bien souvent de « Second Empire britannique ». À la fin du XVIIIe siècle, pour les Britanniques, l'idée d'avoir un grand empire par-delà les océans commence à devenir un peu ringard. Mais c'est la Révolution française puis l'Empire napoléonien qui vont permettre à l'Empire britannique de reprendre son expansion. La Révolution donne l'opportunité pour les Britanniques de récupérer de nombreux territoires que la France n'a plus les moyens de défendre. Par exemple en Méditerranée, ils prennent Malte en 1800 en complément de Gibraltar qu'ils ont déjà. Dans les Antilles, ils prennent Sainte-Lucie, Trinidad, Tobago ainsi qu'une partie de la Guyane. Dans l'océan Indien, ils prennent le Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka, l'île Maurice et les Seychelles. En Afrique, ils repoussent les Néerlandais et les Français pour s'installer en Afrique du Sud. Après les guerres de la Révolution, l'Empire puis la chute de Napoléon envoyé en exil sur l'île de Sainte-Hélène au large de l'Afrique après la débâcle de Waterloo, le territoire de l'Empire britannique a presque doublé. De 26 territoires en 1792, l'Empire britannique passe à 43 en 1815, territoires disséminés à travers le monde dans lesquels vivent environ 200 millions de personnes, soit un quart de la population mondiale de l'époque. Un quart des gens qui vivent sur Terre en 1815 sont soit britanniques, soit sous leur domination, et ça ne fait que commencer. En 1837,
monte sur le trône une jeune reine de 18 ans, Victoria. Pendant son long règne de 63 ans que l'Empire britannique va prospérer. Au XIXe siècle, l'East India Company continue son expansion en Asie. Elle achève la colonisation de l'Inde jusqu'au Népal et prend possession de la Birmanie. Lorsque la compagnie est dissoute en 1858, l'Inde intègre pleinement l'Empire et devient la perle de l'Empire dont l'Empire tira la majeure partie de ses ressources. C'est la naissance de ce qu'on appelle le Raj britannique, une immense colonie qui couvre bien plus que l'Inde actuelle puisqu'elle englobe aussi le Bangladesh et le Pakistan. Preuve que l'Inde est une colonie vraiment à part, en 1877 la reine Victoria est proclamée impératrice des Indes donnant au Raj britannique un statut particulier. Mais l'Inde et ses richesses attirent les convoitises, plus au nord, l'immense empire russe avance ses pions en Asie centrale en menaçant la Perse et le nord de l'Inde. Pour sécuriser le Raj, les Britanniques lancent 2 guerres en 1838 et en 1878 pour s'emparer de l'Afghanistan en vain. La Russie tente également sans succès de s'en emparer. La zone va faire office de tampon entre les deux puissances. Dans le Pacifique, les Britanniques colonisent plusieurs archipels qui servent de point relais à travers l'océan. En Méditerranée, ils colonisent Chypre et en Afrique, après l'Afrique du Sud, c'est la Somalie, le Ghana, la Sierra Leone et bien sûr l'Égypte avec le chantier pharaonique du canal de Suez qui s'achèvera en 1869. Au Moyen-Orient, l'Empire prend le Yémen et le Bahreïn et en Asie les Britanniques achètent ou prennent de force les ports stratégiques de Singapour et de Hong Kong. Entre 1839 et 1856, ils sont en guerre contre l'Empire de Chine. La guerre de l'opium que les Britanniques remportent leur permet de forcer les Chinois à leur accorder de gros avantages marchands et financiers. Et le plus drôle, c'est que toutes ces conquêtes se font alors que la reine Victoria n'a même pas défini une vraie politique coloniale. L'Empire britannique se contente comme un ogre d'avaler tous les territoires qui lui passent sous le nez. Tenez, même parfois il colonise sans le faire exprès comme au Nigeria ou en Nouvelle-Zélande des citoyens britanniques s'installent puis finissent par demander la protection de leur pays qui finit par se rameuter et prendre possession du coin. C'est l'ère de la Pax Britannica, comme l'Empire romain et la Pax Romana en son temps. La Grande-Bretagne est suffisamment puissante pour offrir la paix et la stabilité à ses habitants. Malgré ça, on retrouve toujours cette volonté d'émancipation de la part des habitants des colonies majoritairement blanches et chrétiennes. C'est ce qu'il se passe avec le Canada qui a une bonne partie de sa population qui est francophone et qui voudrait bien se détacher de la couronne. Et comme les Britanniques craignent une nouvelle guerre d'indépendance en Amérique, ils acceptent cette fois-ci les demandes d'autonomie des colons. Le Canada devient semi-indépendant. Il s'administre tout seul et a son propre système fédéral. C'est la création de ce qu'on appelle les « dominions », des territoires coloniaux autorisés par la couronne à se gouverner eux-mêmes à condition de maintenir des liens commerciaux, diplomatiques et militaires étroits avec l'ancienne métropole. C'est pour ça qu'aujourd'hui le Canada, même s'il a son armée, son premier ministre, son gouvernement etc., et bien chaque Canadien reste un sujet du roi Charles III. Après le Canada, d'autres territoires vont rapidement suivre ce même mouvement comme Terre-Neuve, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Mais la couronne britannique est moins généreuse avec les autres colonies dont la population se rapproche moins de l'anglais type. Néanmoins, la traite des Noirs est abolie en 1807 et l'esclavage interdit dans tout l'Empire en 1833. Bon, alors clairement ils ne font pas ça par bonté d'âme injuste que l'esclave n'était plus rentable du tout. Plus il y avait des révoltes et plus c'était impopulaire. Bref, les Européens vont trouver mieux en allant coloniser les Africains directement chez eux. À la fin du XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle la ruée vers l'Afrique pour les Européens, ou Scramble for Africa, comme disent les Anglais. En une cinquantaine d'années, ils s'emparent de la quasi-totalité d'un continent 3 fois plus grand que le leur. Et sans surprise, c'est la Grande-Bretagne qui récupère les plus gros morceaux. À ce moment, la reine Victoria règne non seulement sur la plus grande puissance de son temps, mais son empire, même s'il est principalement colonial, n'est ni plus ni moins que le plus grand de toute l'histoire. Les Britanniques sont littéralement partout, en Europe, en Amérique du Nord, du Sud, dans les Caraïbes, en Afrique, en Asie et en Océanie. Pourtant, on va voir que ce grand empire britannique était en fait peut-être un colosse aux pieds d'argile. Fin 19e, l'Empire britannique est ce qu'on qualifierait aujourd'hui de superpuissance. On est au cœur d'une période absolument unique dans l'histoire humaine où les innovations techniques fleurissent d'un peu partout et la plupart viennent d'où? Et oui, de Grande-Bretagne.
Une invention en particulier va changer la face du monde. En 1804, l'ingénieur anglais Richard Trevithick met au point la locomotive. Cette invention va permettre à la Grande-Bretagne d'accélérer son industrialisation. L'Europe avec l'Empire britannique en tête s'industrialise, son économie est plus dynamique que jamais et sa croissance démographique lui permet de rivaliser avec l'Asie. En 1860, alors qu'ils ne représentent que 2% de la population mondiale, les Britanniques produisent 50% de l'acier du charbon de la planète. Un cinquième du commerce mondial est géré par des marchands britanniques et un tiers des navires du monde naviguent avec un pavillon britannique. Mais si presque 4 siècles après Jean Cabot, l'Empire britannique semble être effectivement devenu le centre du monde, il a quand même de sacrées faiblesses. Premièrement, le plus gros point fort de l'Empire mais aussi sa plus grande faiblesse, ce sont ses colonies vis-à-vis desquelles il est totalement dépendant. L'industrie colossale mise en place en métropole ne fonctionne uniquement que grâce aux importations des ressources produites dans les colonies à travers le globe. Si elles disparaissent, tout s'arrête. Si une guerre ou une révolution de grande ampleur éclate dans les colonies, c'est tout l'empire qui peut subitement s'écrouler. Deuxièmement, la finance. Même si la finance britannique est à cette période-là plus avancée du monde, elle repose sur des bases fragiles. Là où les autres pays basent leur richesse principalement sur l'agriculture, les Britanniques sont à un niveau au-dessus en étant précurseurs du système capitaliste. Et troisièmement, la concurrence des autres puissances qui va s'intensifier. C'est pendant la première moitié du XIXe siècle que l'Empire britannique va devenir la première puissance mondiale. Le reste de l'Europe se remet doucement des guerres napoléoniennes et s'industrialise lentement. Mais à partir des années 1860, les autres Européens ainsi que les jeunes États-Unis ont rattrapé leur retard et contestent l'hégémonie britannique. Les Français, les Belges, les Allemands ou encore les Italiens veulent eux aussi avoir leur propre empire colonial. Ce qui va se traduire par une compétition féroce surtout en Afrique lors de sa colonisation. Et enfin, l'autre grand point de difficulté pour l'Empire britannique, c'est son armée. Malgré une marine toujours puissante, la paix qui s'installe en Europe et l'émergence de l'idéologie libérale et de la théorie du libre-échange qui rejette l'intervention de l'État, tout ça conduit à la diminution des dépenses militaires. On se dit que l'armée ça ne produit rien alors que ça coûte une fortune. Résultat, en 1880, l'armée britannique est 2 fois moins grande que l'armée française ou l'armée allemande. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Grande-Bretagne ne va pratiquement jamais intervenir militairement contre une grande puissance hormis pendant la guerre de Crimée aux côtés des Français et des Ottomans contre les Russes. L'armée va principalement servir à mater des révoltes dans les colonies comme à Sipaï en 1857 ou dans des conflits mineurs comme contre les Zoulous et les Beurs en Afrique du Sud dans les années 1880. L'Empire préfère jouer sur sa puissance diplomatique et commerciale pour faire pencher la moindre querelle en sa faveur. Et pour ça elle peut compter sur ce qui lui a sans doute permis de garder autant de territoires disséminés sur la planète, la Royal Navy. C'est l'outil militaire et diplomatique le plus puissant que compte l'Empire britannique, de la Révolution française jusqu'à la fin du XIXe siècle, aucune puissance n'aligne autant de navires et autant de canons que la flotte britannique. La Royal Navy protège le commerce de l'Empire à travers le globe et menace tous ceux qui voudraient mettre en péril les intérêts de la couronne. Et enfin l'Empire britannique domine grâce à sa puissance financière, avec la mise en place de la Bourse de Londres qui devient le cœur de ce nouveau système économique mondial dominé par Londres. Tout ça permet à l'Empire, malgré ses fragilités, de se maintenir et de rester la première puissance commerciale et industrielle du monde jusqu'en 1914. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Empire atteint son apogée territorial en récupérant une partie des colonies allemandes et en s'accaparant les restes du défunt Empire ottoman en Irak, en Palestine et en Jordanie. L'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, comme on le surnomme, couvre désormais un cinquième des terres émergées et abrite le quart de la population mondiale répartie dans près de 80 colonies. Les différents progrès techniques de l'ère victorienne comme le télégraphe, la presse, le chemin de fer, les navires à vapeur et les grandes constructions comme le canal de Suez permettent de pallier les difficultés liées aux distances qui séparent les différents morceaux de l'Empire. Mais comme on l'a vu, chaque colonie, qu'elle soit un dominion ou non, dispose d'un statut particulier et d'une autonomie plus ou moins grande et ça va rendre l'Empire de plus en plus difficile à administrer. Pour améliorer ça, le gouvernement britannique va au début du Xe siècle développer une politique coloniale plus cohérente au travers notamment de conférences impériales comme celle de 1907 qui va reconnaître d'autres colonies comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande comme étant des dominions.
Mais 2 guerres mondiales vont venir stopper cette transformation. Que ce soit lors de la Première Guerre mondiale ou celle de la Deuxième Guerre mondiale, les colonies sont à chaque fois mises à contribution avec l'envoi de milliers de soldats combattre en Europe. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique est affaibli et son autorité sur ses colonies disparaît. Après 1945 vient l'heure des indépendances. L'Empire britannique va donc connaître une longue chute pendant la seconde moitié du XXe siècle durant lequel ses colonies prennent progressivement leur indépendance, à commencer par l'Inde dès 1947 et qui s'achève en 1997 par la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Mais aujourd'hui l'Empire britannique n'a pas totalement disparu. Ce qu'il en reste est réuni dans une organisation internationale, le Commonwealth. Elle regroupe 56 États et englobe 2,4 milliards d'habitants, quasi toutes d'anciennes colonies comme le Canada, l'Inde ou l'Afrique du Sud. Son chef reste l'actuel souverain du Royaume-Uni. Même si la Grande-Bretagne n'a plus de contrôle sur ses membres, le Commonwealth est avant tout un forum de discussion entre États indépendants réunis par une histoire et une culture commune. Ce qui n'efface pas pour autant le souvenir douloureux de la colonisation, comme l'ont démontré certaines réactions hostiles au Royaume-Uni lors du décès de la reine Elisabeth II en septembre 2021. Nous sommes arrivés à la fin de notre sujet du jour, merci pour votre attention. J'espère que vous n'avez pas oublié d'aimer la vidéo si le contenu vous a plu et vous abonner à la chaîne.